Merci beaucoup. Merci Nicolas. Bonsoir à tous les gens qui sont dans la salle et bonsoir à tous les personnes qui sont sur Zoom. C'est un plaisir. Alors, ne soyez pas surpris, comme je sais que certaines personnes ont fait des remarques. Le texte que je ne vais pas vraiment vous lire mon texte parce que sinon ça serait très ennuyeux. Donc, j'ai quand même un texte. Il est en anglais et je vais vous parler en français. Comme ça va, tout le monde va être content. Car cette présentation, en fait, est un extrait d'un article en fait, de 2 articles assez importants que je vais très, très bientôt publier. Et c'est pour ça que la conférence est enregistrée, mais ne sera pas disponible jusqu'à ce que les articles soient publiés. Voilà. Donc aujourd'hui, nous partons à la recherche de Kempajong, le pays caché dans le nord-est du Bhoutan. Et ce travail n'aurait pas été possible sans l'aide absolument extraordinaire de mon ami Kunga Landuk, qui est bhoutanais et qui est un linguiste en thèse à l'université d'Australie. Oups, ça va pas. Oups, ça va pas. C'est où? Non, c'est pas celle-là, non. Moi, j'ai fait un clic. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude des PC. Est-ce que quelqu'un peut me dire où est la fleur, où je dois appuyer? Arrêter le partage et relancer. Arrêter le partage. C'est bloqué. C'est bloqué, c'est comment? Le mien, c'est que moi j'ai fait une scénario tout à l'heure. Et tu te remets-toi sur. Voilà. Je suis en train de partager votre écran. Parfait. Donc là, on descend là. Sauf que c'est un nouveau petit dans l'écran. Non, non, ça va venir. Attends. On va le mettre là, regarde. Oui, on va le mettre. Ça y est. Voilà. Et c'est où alors qu'on appuie? Là, sur la flèche. Ah, cette flèche sur le Mac. D'accord. Là, c'est pas. Rapidement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui en introduction, c'est ce que veut dire le pays caché. Le pays caché dans le domaine tibétain et bhoutanais, et en particulier, je vais m'occuper aujourd'hui de Kempalung, Kempajong. Ensuite, il y a l'histoire, je vous ferai une histoire de ce pays caché. Ensuite, nous irons en visite à Kempajong. J'ai pu me rendre en avril 2022. Et ensuite, il y aura la conclusion. Ma méthodologie a été des textes, beaucoup d'interviews, d'entretiens avec des personnes différentes. Et bon, vous comprendrez que ça n'a pas toujours été facile, même les interviews, parce qu'il y a très, très peu de gens qui connaissent cet endroit, même au Bhoutan. Et enfin, le terrain. Donc, une méthodologie multidisciplinaire. Voilà. Donc, la notion de pays caché, donc ceux qui peuvent lire l'anglais, vous pouvez le lire, sinon je vais parler en français. La notion de pays caché veut dire un endroit qui a été caché par Guru Rinpoche, Padmasambhava, et où les gens prendraient refuge au moment de grands problèmes politiques ou autres, et pour préserver les enseignements du Bouddha. Ils existent dans toutes les régions himalayennes, surtout le sud de l'Himalaya, aussi bien au Népal qu'au Sikkim, qu'au Bhoutan, qu'en Arunachal Pradesh, probablement ailleurs. Et un pays caché, c'est un vrai pays, c'est une région géographique qu'il est très difficile en général d'accéder, mais où les gens peuvent vivre et être protégés. Alors, ce concept, en fait, coïncide avec la notion du déclin de la notion d'un temps où les textes religieux et la doctrine déclineraient et semble être apparu dans les textes bouddhiques, en particulier dans le Chandragarbha Sutra, qui date d'à peu près 350 après Jésus-Christ et qui a été qui ont beaucoup d'influence au Tibet. On a trouvé en particulier une copie à Tunhuang et il est aussi inclus dans le Kangjur. En Himalaya et au Tibet,
le concept, la littérature des pays cachés et son concept appartient au genre terma, des trésors découverts, et ces pays cachés doivent être, qui ont été cachés par Guru Rinpoche, doivent être ouverts par un tertön, un découvreur de trésors, un religieux découvreur de trésors. Donc maintenant, selon les sources écrites, il y a deux pays cachés qui sont connus comme Kempajong ou Kempalung, l'un au Népal et l'autre au Bhoutan. Au Bhoutan aujourd'hui, les deux noms sont utilisés plutôt de façon interchangeable, mais en fait, les gens maintenant utilisent, les gens de la région utilisent Kempalung pour les sources chaudes, l'endroit des sources chaudes qui sont sur le chemin de la région appelée Kempajong, qui est considéré comme le centre de ce pays caché. Le pays caché, en tibétain, enfin dans tout l'Himalaya, ça s'appelle un Beyu. Le premier guide sur le Kempalung du Népal a été découvert par le grand tertön Rinzingedem. Notre collègue Stéphane Arguillère, justement, travaille sur les trésors du Nord. Et Rinzingedem, qui a vécu au XIVe siècle, était très célèbre pour ses prophéties au sujet des armées étrangères qui envahiraient le Tibet et le besoin de s'échapper dans des pays cachés au sud de l'Himalaya. Lui-même a ouvert plusieurs pays cachés, en particulier au Sikkim. Et là, c'est plutôt pour mes collègues tibétologues, dans un article très important, Orofino a fait la liste des différents guides de pays cachés qui sont attribués à Gedem, et 5 d'entre eux traitent du Kempalung au Népal. Étant donné la diffusion des textes et des traditions dans les Himalayas du Sud, Pema Limpa, qui était un tertön bhoutanais, mais aussi un des grands 5 tertön du monde tibétain, découvreurs de trésors, avait dû être au courant des écrits de Gedem qui le précédaient. Erhard, le grand Karl Erhard, qui a beaucoup travaillé sur les pays cachés aussi, dit que les textes ont probablement circulé avec les lamas qui voyageaient. Comme vous savez, les lamas, les religieux, sont des gens qui ne tiennent pas en place et qui n'arrêtent pas de voyager partout. Alors, Harris, qui n'aimait pas du tout, Michael Harris, qui n'aimait pas du tout Pema Limpa, dit que Pema Limpa avait simplement transposé le Kempalung du Népal au Bhoutan. Alors, je ne serai pas aussi radicale, je vais refaire la phrase en disant que dans le contexte politique du Tibet au XVe siècle, à un moment où il y avait 2 factions et 2 écoles religieuses qui se battaient pour le contrôle du Tibet central, Pema Limpa a pu être inspiré par l'exemple de Gedem au Népal et ouvrir un pays caché, Béhul, au Bhoutan, juste au sud du Lodra, qui est au Tibet du Sud, et où Lalung, son monastère principal, était situé. Il faut vous dire que Kempajong, Kempalung, ça veut dire le pays de l'armoise, Artemisia, Kempa en tibétain. Et autant vous dire qu'il y en a partout dans le sud de l'Himalaya. Donc, qu'il y ait 2 pays qui s'appellent comme ça n'est pas non plus totalement extraordinaire. Voilà une photo 2002 que j'ai faite au Lodra, à Lalung, donc le grand monastère de Lalung. On va reparler beaucoup du Lodra, c'est pour ça que je vous montre cette photo. Alors, il y a eu plusieurs prophéties qu'on trouve dans Pema Limpa, en particulier dans son Lunten Kunsel Melong, qui est une section du Lama Norbu Jamso, et où il parle de ces guerres intestines qui ont secoué le Tibet central,
Et donc, j'abrège ici, je ne traduis pas tout. Les hommes seront mis en esclavage, il y aura des vols et les bandits se propageront. Les assassinats seront seront loués et la plupart du Tibet central s'enfuiront au Bhoutan, qui à l'époque s'appelait Lomen, Tsari, qui est un autre endroit de pèlerinage très connu au Tibet du sud-est, et au Khampo. Donc là, je vous montre une photo, une carte du Bhoutan et générale. Ne vous inquiétez pas, je vais avoir beaucoup de cartes. J'espère que vous aimez les cartes. Donc, vous voyez tout en haut, à droite, tout seul, il y a un endroit qui s'appelle Kempajong. Est-ce que vous le voyez? Vous arrivez à voir? Bon. Kempajong, je vais vous montrer. Vous avez Lhunse, et puis en au-dessus, vous avez Kempajong, donc c'est à droite, à l'est du Bhoutan. En fait, si vous cherchez Kempajong sur les cartes, vous ne le trouverez pas, en général. Arrive. Qu'est-ce qui se passe? Oh, t'es trop chou, merci. Comment? Sinon, c'est aussi myope que moi. Bah non, c'est pas bien, la prendre. Ah, bah, tu peux rester là-bas. Hein. Moi, j'ai un relais. Il y a plein de cartes, Il n'y a pas de cartes, on va avoir besoin de toi. Donc, Kempajong, ou Kempalung, c'est la vallée de l'Artémise. En anglais, on appelle ça aussi Mugwort. C'est un pays caché que la plupart des gens ont identifié à deux endroits, l'un au Népal, dont je vous parlais, et l'autre au Bhoutan. Alors, il y a une énorme littérature sur le Kempalung du Népal, dont en particulier Hilde Dimberger qui est allée et plusieurs personnes qui sont allées. Donc là, on a toute une littérature ethnographique sur le Kempalung du Népal. Le Kempajong bhoutanais auquel je m'intéresse aujourd'hui est au nord-est du Bhoutan, dans le district de Lhunse et la sous-district de Kourteu. Alors, je donne la référence, je géolocalise à peu près. La tradition dit que la porte du pays caché, le pays caché est scellé par des portes, a été ouvert par le grand découvreur de trésors Pemalimpa en 1488. Alors moi, j'ai entendu parler de Kempajong parce que Kempajong, même au Bhoutan, c'est pas connu. J'ai entendu parler de Kempajong il y a à peu près 30 ans quand je travaillais dans cette région sur le phénomène des médiums Terda, sur lequel j'ai publié en 1998. Visiter cet endroit était impossible à cause des obstacles géographiques et des croyances religieuses, et en particulier le respect pour la divinité protectrice, le Terda, on appelle maître des trésors, Zoraraki. Et j'ai un article sous presse qui va sortir sur ce maître des trésors. On croit au Bhoutan que c'était l'endroit où le prince mythique Chikarateu, ou Chikarateu, qui veut dire la bouche de chien et le crâne de chèvre, qui a aussi été identifié avec Muru Tsempo, un des fils du roi tibétain Trisong Detsen, au 8e siècle. Alors, bon, je ne vous raconte pas cette histoire qui est une histoire magnifique. Je regarde. Excuse me? Hein? Non, c'est une qu'elle fait ce soir, en ce moment. Désolée, je n'arrive pas à Je suis par enlever le Zoom. micro de cette personne. Je ne m'autorise pas. Pardon, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Merci beaucoup. Donc, ce prince monstrueux qui avait été envoyé dans le sud à Kempajong au 8e siècle, il a ensuite on trouvait qu'il n'était pas exilé assez loin, donc il a été exilé à la demande du roi du Tibet par Guru Rinpoche à Bumthang, qui est au Bhoutan central.
Et Guru Rinpoche ensuite a scellé, on appelle ça scellé le pays caché. Donc on ne savait plus où il était scellé. Ici, vous avez par exemple un manuscrit de Ugyen Cheling à Bhutan, qui est un des manuscrits expliquant le pays caché de Pema-Que au Tibet et de Khenpa-Djong. Les deux endroits sont très, très similaires du point de vue écologique et environnement. Alors là, il va falloir que je demande à... Allez. Alors, est-ce que tu vois le V? Les petits points qui font le V. Voilà, là et là. Ça, ce sont les deux vallées du Lodra, dont j'ai déjà parlé. Les deux vallées du Lodra, la vallée du Lodra de l'Ouest et la vallée du Lodra de l'Est, qui se rejoignent à un point, mais en bas, en bas, plus bas. Voilà, merci, qui est un monastère très connu, Lodra Karchu, ainsi que le temple de Koting, qu'on appelle aussi Lakrang. C'est un temple qui aurait été construit par Sonzeng Nampo et qui se trouve exactement à la frontière avec le Bhoutan. D'accord? Or là, on voit très bien que la frontière est descendue. Je vous en parlerai peut-être plus tard si j'ai le temps. Ah oui. Oui. Là, moi, je vais vous montrer. Il faut que j'y aille parce qu'il faut que je montre. Est-ce que tu peux? Il faut que je reste là-bas. Pardon? On t'entendra de là-bas. Qu'est-ce que c'est? On t'entendra bien de là-bas. Moi? Écoute, vas-y, je vais surveiller. Pardon, parce que ici, nous sommes au Lodra, qui est un endroit très connu pour les découvreurs de trésors. La plupart des grands découvreurs de trésors venaient du Lodra. Et ici, nous avons le Kurichu qui passe au Bhoutan. Et ici, nous avons, voilà, cette vallée-là qui est ici, c'est Khenpa-Lung et ici, c'est Khenpa-Djung. Et je reviendrai plus tard sur celle-ci, peut-être si le temps nous le permet. Voilà, donc Khenpa-Djung, en gros, c'est ici. La suivante, s'il te plaît, je prends une autre carte. Non, mais c'est pas grave. Alors, Khenpa-Djung a été occupé de façon intermittente par beaucoup de lamas, en particulier le lama Sonam Zampo, peut-être pour vous ça ne vous dit rien, qui était un grand maître Drukpa Nyingma, il était rimé plus ou moins, et son gendre, donc Sétiné Dorbu, ils ont vécu là assez longtemps, avant 1962. Car vous savez qu'en 1962, il y a eu une guerre entre l'Inde et la Chine, et à ce moment-là, les Bhoutanais ont fait évacuer les lamas qui étaient à Khenpa-Djung, ils les ont fait partir. Donc, c'est aussi Khenpa-Djung, l'endroit de naissance du grand lama et cinématographe réalisateur Khyentse Norbu, Dzongsa Khyentse Norbu, qui était le fils de Dumse Khyentse Norbu, donc le petit-fils de Lama Sonam Zampo. Et je ne rentre pas dans les détails là, parce que là, j'en ai pour 3 heures. Et comment ils sont, tout le monde était apparenté. Et lui-même, il est né à Khenpa-Djung en 1961, et il lui-même, dans son blog, s'appelle « Celui qui est né dans l'Artémis », dans l'armoise. Mais bien avant ces deux personnages très célèbres, et après que Pema Lingpa, donc le découvreur de trésors, ait ouvert le trésor de pays caché en 1488, l'endroit a été un refuge et une place pour méditer, un endroit pour méditer de plusieurs lamas tibétains qui venaient en général du Lodra. C'est normal, c'était tout à côté. Et c'était également un des chemins les plus connus entre le Lodra et la grande vallée du Bhoutan au Bhoutan central. Alors là, dans mon article, j'explique chaque personnage que vous voyez là, j'explique comment ils y sont allés, etc. Donc là, je ne veux pas rentrer en trop de détails parce que ça serait très long, mais je dois vous dire quand même ce qu'ils ont fait.
bien sourire que Tchokden Bompo, qui a été très étudié par Franz Karl Erhardt, était un disciple de Pema Limpa. Et Pema Limpa, il était natif du Lodra, il était né à Bempa, au Lodra, et il était un disciple de Pema Limpa qui l'a reconnu comme la réincarnation de l'autre grand découvreur de trésors, Dorje Limpa. Donc là, on voit qu'on est dans un tout petit milieu qui tourne autour des découvreurs de trésors de la tradition de Pema Limpa. Et Tchokden Bompo, il voulait absolument aller à Kempatchak. Alors lui, il voulait y aller. Il a essayé 3 fois. Et à chaque fois, ça a été une catastrophe. Soit il y avait trop de neige, soit il pleuvait trop. Il n'arrivait pas à passer, il ne trouvait pas l'endroit, il se perdait. Enfin bref. Finalement, il s'est installé juste à la frontière, mais malheureusement, il n'a pas pu finir son temple pour des raisons très compliquées. Ensuite, nous avons Tuxedawa Gyaltsen, qui était le fils de Pema Limpa, qui lui aussi est allé à Kempatchak. Le 4e réincarnation de Pema Limpa, qui s'appelait Nawang Kumsang Rolpe Dorje, qui a vécu à Kempatchak. Le 8e réincarnation de Pema Limpa, qui a aussi vécu à Kempatchak. Changchuk Sondu, qui était un lama, j'ai traduit une partie de sa biographie, qui était un lama itinérant, qui était tibétain, mais qui a beaucoup vécu au Bhoutan. Mais à chaque fois qu'il se disputait avec les seigneurs de Bhoutan, pof, il partait à Kempatchak pour se mettre en refuge là, on ne pouvait pas l'attraper. Donc, lui aussi, il est allé à Kempatchak. Et tous ces gens-là tournent autour du grand monastère de Lalu, donc la tradition de Pema Limpa au Lodra. On a aussi ce que je, et ça je le dois à Mathieu Acaster, qui m'a signalé que Kato Situchuki Gyatso était lui aussi le grand lama qui a écrit le grand livre de pèlerinage du Tibet central, est allé à Kempatchak. Alors, pour vivre à Kempatchak, même de façon, vous allez voir, même de façon semi-permanente ou quelques mois, il fallait être de très bonne famille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a la forêt. Et donc, il vous fallait une logistique et des patrons donateurs qui étaient très riches et qui avaient les moyens d'envoyer des gens vous porter à manger. Donc, il y avait des dizaines de serviteurs qui emmenaient tout sur leur dos et qui montaient aux retraitants, comment on dit en français? Retraitants? Les gens qui étaient en retraite. Oui, mais dit-on. Pour qu'ils puissent avoir de la nourriture. Lama Sonam Sampo, dont j'ai parlé au début, qui pourtant lui était plutôt frugal, très frugal, un jour, il pleuvait tellement que personne n'a pu arriver et il est resté 3 mois tout seul là-haut. Et dans la forêt, il a mangé. Qu'est-ce qu'il a mangé? Parce qu'il n'y avait rien d'autre, des champignons. Et il écrit dans ses mémoires que vraiment, il sentait le champignon sur lui-même, il ne pouvait plus voir un champignon et il n'a jamais pu toucher un champignon de sa vie parce qu'il était uniquement nourri de champignons. Donc, ça vous donne, si vous vouliez avoir du riz, même de la tsampa, ou du beurre, ou des légumes, ou des piments, n'importe quoi, il fallait que ça monte, il fallait que ça vienne. Donc, il fallait avoir des gens qui vous soutenaient économiquement. Et ça, c'est très important. Et c'est malheureusement un aspect du domaine tibétain qui a été un peu étudié actuellement, mais moi, ça me passionne complètement, c'est les relations économiques. Comment les lamas pouvaient vivre, parce qu'on parle toujours de leur retraite, mais on ne dit pas comment ils vivaient. Or, c'est une logistique hallucinante. Voilà, la suivante, s'il vous plaît. Pardon. Alors, il y a très peu de gens qui vont à Kempatchak. D'ailleurs, quand j'ai dit à Thimphu que je voulais aller à Kempatchak, alors là, c'était folle. En plus, à ton âge, j'étais complètement malade. C'est terrible là-bas.
il y a des démons, il y a, là, tu vas tomber, c'est vrai. Mais c'était vraiment, personne ne veut y aller. S'ils ont entendu parler, personne ne veut y aller. Je comprends, je comprends. Donc, il y a des gens des gens de la région qui vont en hiver, mais ils vont seulement jusqu'aux sources chaudes. Et après, ils s'arrêtent très, très peu, vont jusqu'à Campagnol même. Et les gens ont peur. Les gens ont peur d'aller à Campagnol. Il faut dire que c'est assez, c'est pas du tout spectaculaire, mais c'est impressionnant. Donc, en avril 2022, j'ai pu aller avec une amie, mon collègue, et sa famille est juste de Doncar, qui est la porte de Campagnol. Et donc, son père, qui est un méditant et un Nakpa, pour les Tibétains, on dirait Nakpa, Gongchen méditant, qui lui était allé plusieurs fois, a accepté d'être notre guide. Sans eux, c'était impossible. La suivante, s'il vous plaît. Alors, là, voilà, on est parti d'ici, donc là, et on va jusqu'à Campagnol, qui est à peu près, pardon, là c'est Campagnol, et on monte jusqu'ici. Donc c'est le long de la rivière qui s'appelle le Yangtze. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, ceux qui écrivent à propos de cette rivière récemment l'appellent Pasamon. Non, personne là-bas connaît le nom de Pasamon, c'est le Yangtze. Voilà. Donc, on n'est pas loin, comme vous voyez, on n'est pas loin de la frontière. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on est, vous allez voir, on est en milieu semi-tropical. On est en milieu semi-tropical, ce qui est parfait pour un pays caché. La suivante, s'il te plaît, je crois que j'ai encore une carte. Voilà, une carte. Voilà, donc on est parti ici. Tiansabi, c'est la porte. Et après, on monte. Ça ne monte pas trop. Ça monte et ça descend tout le temps. Campagnol, là, c'est les sources chaudes. Et ensuite, c'est Campagnol. Campagnol, ici. La suivante. Voilà. Alors là, j'étais à Dunga, donc chez mes amis, et on regarde vers Campagnol. Donc, Campagnol, c'est quelque part là, derrière. Et cette année-là, au mois de février, ils avaient fait une tempête terrible pendant plusieurs semaines. Et donc, il y avait eu énormément de neige et énormément de pluie. Et donc, le chemin, qui n'était déjà pas très utilisé, était détruit. Il n'y avait plus de chemin. Donc, on a, contrairement, vous savez qu'au Bhoutan, on ne prend pas de porteurs, mais on prend des chevaux. Là, les chevaux, c'était impossible, trop dangereux pour eux. Donc, on est parti avec des porteurs qui ont accepté grâce à mes amis, des gens du village. Sinon, c'était impossible. Donc, avec tout, la nourriture et tout ce qu'il fallait, parce que il n'y a personne. Et ça, c'est une des choses les plus extraordinaires. J'y reviendrai dans ma conclusion. Il n'y a personne. Pendant une semaine, on n'a vu personne. Mais personne. Alors, la suivante. Alors voilà, j'ai montré ces casse. Donc, la photo précédente a été prise ici. Donc, voilà. Et là, on descend dans la vallée du Pukchu, qui est le Lodratsu au Tibet. On descend là. Et ensuite, on continue ici, on passe en dessous de Ugempo, Tempalon, et après derrière, c'est Pasamon, l'autre vallée. Je suis combien de temps de Dunga à Kempajong? De Dunga à Kempajong, 2 lourdes journées. Oui, mais vous ne pouvez pas vous arrêter nulle part parce qu'il n'y a rien et il n'y a pas d'eau. Donc, il faut arriver là où il y a. C'est absolument inintéressant pour n'importe quelle personne normalement constituée. Ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment avoir un intérêt scientifique ou religieux pour aller là-haut. Vous allez voir, ça n'a aucun intérêt. C'est ce que j'expliquais à mon cher ami.
Ah, le grand découvreur. Voilà, autorise. Ah, ça va prendre. Et un petit peu. Bon, bah, Ne croyez pas que j'y étais allée. La suivante, s'il vous plaît. Ah si, Comment? je sais pas, quelqu'un a parlé à travers. Yann Bécard. Voilà, le grand découvreur, on s'en fout. Voilà. Et alors, ce qui complique encore l'affaire, c'est que comme dans beaucoup de régions de l'Himalaya, vous le savez très bien, mais il y a une pratique qui s'appelle le ladang, c'est-à-dire on ferme la montagne. Vous ne pouvez pas passer dans la montagne, alors en général de la fin du printemps jusqu'au début de l'automne. Et c'est pour faire régénérer la nature, donc c'est une pratique environnementale très, très. En plus, Kempajong, il y pleut et c'est impressionnant. Donc, ici, on scelle la montagne du 15e jour du 2e mois, c'est-à-dire très tôt, c'est-à-dire à partir de mi-mars, en gros, mi-mars, début avril, et jusqu'au 15e jour du 10e mois. Donc, ça fait une énorme. On ne peut pas y aller. De toute façon, ça serait de la folie étant donné le terrain. Et aussi, les gens ont peur de la divinité locale, donc ils n'y vont pas. Et pour ça, pour voir qu'on allait entrer dans il y a une porte en bois qui est mise sur le chemin et qui est fermée. Et nous c'était juste après le Covid, le temps se rouvrait un petit peu. Donc, on a couru vraiment pour arriver entre le moment où on a été autorisé à revoyager au temps et le moment où ça allait être scellé, parce qu'il n'est pas question de passer par-dessus l'Internet. La suivante. Voilà. Donc, on va faire comme ceci, et après on passe derrière. La suivante. Là, c'est le pont. Donc, il y a encore des maisons. Le pont sur le Pont-Chou, qui est le Lodrachou, et les maisons qui sont là, Jasavi, qui est une des portes officielles à Kempajong. Mais si vous n'êtes pas avec des gens du pays, ce n'est pas possible de trouver. Et vous commencez à monter dans la forêt. La suivante. Voilà, alors, c'était quand j'étais encore propre. Avec mon collègue. La suivante. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va avoir tout le temps, pendant une semaine. Une forêt semi-tropicale, extrêmement, on est sur la flanc de la montagne, en bas, c'est la rivière qui coule, et on ne voit rien. Voilà. La suivante, s'il vous plaît. Voilà la rivière, et voilà le genre de. Donc, les rochers, les arbres, et la rivière qu'on entend tout le temps. Mais on est en général au-dessus. La suivante. Voilà le genre de forêt qu'il y a. Et puis, la suivante. Alors, dans ces forêts, tous ceux qui connaissent l'Himalaya, Les sangsues. oh, me plein de petites sangsues. Et s'il y avait que les sangsues, c'est pas grave, parce qu'elles ne sont pas méchantes. Mais c'est les tiques. Ah oui. Les tiques et les mouches de sable. Alors, ça, c'est vraiment petit. Les sangsues, ça c'est impressionnant, mais ça fait pas mal. La suivante, s'il vous plaît. Et on arrive à Kempalung, c'est-à-dire les sources d'eau chaude, avec cette extraordinaire cascade qui descend le long de la falaise, la suivante, et qui est un endroit où les gens viennent, c'est une source d'eau chaude médicinale. Il y a des sources d'eau chaude non médicinales, c'est là. Et ici, vous avez le petit hôtel pour la divinité locale, Kerda Zomarake, à qui il faut immédiatement rendre hommage dès qu'on arrive. La suivante. Voilà Kerda Zomarake, qui est représentée ici. Ça, c'est aux zones de Lunsi. La suivante. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est faire le rituel. Alors, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de peinture de
de la divinité, on met des lampes à beurre, on lui fait un cerquième, c'est-à-dire l'offrande d'alcool. Il faut lui apporter de la viande parce que c'est une divinité un peu divinité locale. Donc, on lui apporte de la viande et on allume des lampes à beurre. La suivante. Et voilà mon ami, le père de Pulgar, celui qui nous a aidés, qui est en train de faire donc les prières. Et ça, c'est la maison commune pour les gens qui viennent pour les sources chaudes. On s'installe là. C'est pas, comme vous voyez, c'est dans la forêt. C'est pas très ouvert comme paysage. La suivante. Alors, bien sûr, l'offrande de sang. La suivante. Et ça, c'est le texte du cercle de l'offrande à Zorarake. Bon, ici, Zorarake Tuoché. Donc, c'est que je tout dis dans un de mes articles. La suivante. Et voilà la vue. Enfin, la vue. Donc, il y a cette maison qui est sur la falaise, perchée sur la falaise. Il y a la grande cascade. Et ici, vous voyez les messieurs qui sont dans la source chaude, ici. Ici, et il y a une source chaude ici, également, et une petite ici. Et ce sont des sources chaudes qui ont été faites et bénies, bien sûr, par Guru Rinpoche et Yushe Tsogyal, sa femme, comme toujours. Il n'y a pas beaucoup de place pour se mouvoir. La suivante. Voilà, la source chaude. Elles sont complètement naturelles. Et en été, elles sont recouvertes d'eau. Il pleut tellement que tout disparaît. Donc là, on était juste à la. Alors, les serpents, les sangsues, toutes ces bestioles que j'adore. Voilà. Et c'est très bon pour les. Comment ça s'appelle? Les articulations. Et il y a énormément de souffle dans ces. Vraiment beaucoup. Donc, cet endroit est béni. On y met le bois qu'on va ensuite travailler pour. C'est béni par Guru Rinpoche, bien sûr. La suivante. Et le lendemain, on repart dans la forêt, par là, et on va monter jusqu'à Kempajong, qui est à 2900 mètres. Donc, c'est pas très haut, hein, 2900 mètres, c'est pas. Voilà, on monte. La suivante. Le chemin, alors ça, c'est le chemin tout le temps. Alors, 2 jours, il n'y a pas de chemin. Donc, on monte sur des arbres, on passe dessus, on se prend les pieds dans les racines. Tout le chemin avait été détruit et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas de chevaux. Ce n'est pas possible pour les chevaux. Donc, les hommes, oui, c'est possible. La suivante. Voilà, le chemin. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est pas évident. Pas évident. Là, on va passer dessous la suivante. Voilà. On va franchir une petite rivière, un affluent. La suivante. Le chemin. Comment? Faut savoir. C'est là. Ce qui est un peu. Donc, Alors, des fois, il faut s'aider sur le pèse. Voilà. Et vous ne voyez rien, et vous ne voyez personne. Il n'y a rien. Rien. La suivante. Enfin, on sort de la forêt et on arrive à Kempajong. Voilà le centre qu'on appelle Kempajong au Bhoutan. Alors, jusqu'à ce que quelqu'un me prouve qu'il y a d'autres Kempajong, ça sera ça. On verra dans la recherche. Donc, on sort de la forêt et boum, on arrive sur les drapeaux à prière et cette baraque sert aux pèlerins, à l'armée. Bon, nous, il n'y avait personne, donc c'est mis là. Et en fait, l'endroit est petit, c'est sur une pente et ce n'est absolument pas une vallée. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une vallée, c'est pas du tout une vallée. C'est vraiment un endroit assez petit. La suivante. Alors, il y a du bambou, il y a des champignons, il y a des fougères, des orties, il y a de l'artémis, de l'armoise,
il y a du gingembre. Et là, vous avez les restes, ça vous montre un peu la force de la nature. On j'imagine souvent pas dans l'Himalaya. C'est le temple qui avait été construit en 1955 par Lama Sonam Sampo. Et c'est tout ce qu'il en reste aujourd'hui. Il a été complètement avalé par la végétation. La suivante, il n'a pas été détruit. Voilà, là, c'est tout ce qui reste. Et en revanche, quand on est là-haut, il y a une vision de cirque. On est en haut sur un cirque. La suivante, voilà, Kempajong. C'était le mois d'avril, donc il y avait encore de la neige un peu sur les montagnes. Voilà, et voici les genévriers qui ont été plantés par l'Amazonas en pot, les 2 genévriers, tout près dedans. Et là, la suivante, il y a encore une cloche qui est là. Je ne sais pas si elle date de l'Amazonas en pot, parce qu'en 1991, Dzongkharkhen Rinpoche est monté sur son lieu de naissance. Et c'est peut-être lui qui l'a remonté là, je ne sais pas. La suivante. Et alors, on a trouvé une grande pierre comme ça, creuse, qui servait certainement pour certaines libations. Et donc, on a décidé elle était dans la forêt, on a décidé de la transporter près du genévrier et près du temple, la suivante, pour y mettre du lait et faire une libation à la divinité souterraine, le Lu, la divinité de l'endroit. Donc là, ce sont mes collègues d'Annette qui font le rituel pour resacraliser un petit peu l'endroit. La suivante. Et ici, c'est à 3 heures encore au-dessus de cet endroit qu'on appelle Kempajong. C'est la montagne qui s'appelle Tashito Dzong, un dzong. Et on dit que c'est là que vivait le roi Chikaratu, le roi à la bouche de chien et au crâne de chèvre. Et quand il a été expulsé de cet endroit par Guru Rinpoche, Guru Rinpoche a transformé son palais et l'a scellé dans une montagne. Et cet endroit a été un grand endroit de méditation pour beaucoup de lamas, dont Lama Sonam Zampo qui a médité à cet endroit. Mais il faut encore compter 3 heures de marche, donc il faut monter là, c'est assez haut, c'est 3004, donc on commence à s'élever. Et au-delà, on va sortir complètement de la forêt, et là, ça va être autre chose. Mais si vous voulez, Kempajong, c'est le premier endroit où il y a encore de la forêt quand on arrive du Tibet, du Lodra. Voilà. Ça sera ma dernière diapo, la suivante, parce que après, voilà. Ce survol historique et physique de Kempajong essaye de vous donner un sens de l'endroit et son côté sacré pour les Bhoutanais et les Tibétains. Alors, la géographie, la limite de Kempajong peut très bien avoir changé au cours des siècles. Puisqu'on n'a pas, ça qui est extraordinaire, c'est que les lamas qui vont là ne décrivent rien. Ils disent on y va, on était là, mais ils ne décrivent pas du tout la géographie. C'est vraiment un peu Pema Lingpa au départ, puis Kato Situ qui décrit un petit peu. Sinon, on ne sait pas. Donc, c'est possible que la géographie ait changé. C'est pour ça que je dis le manque de description dans les biographies n'aide pas du tout à comprendre la délimitation de Kempajong. Et en plus, comme vous le savez, dans l'Himalaya et au Tibet, le territoire est défini aussi par les gens qui y vivent et par les divinités qui y sont vénérées. Or, là, il n'y a pas de gens, il n'y a personne.
Et on a une divinité, mais qu'on retrouve dans d'autres endroits du Bhoutan, donc dans le nord-est. Donc, ce n'est absolument pas non plus un facteur pour avoir, par exemple, on sait très bien que quand on est dans la vallée de Bhoutan, la Tchoumé, c'est telle divinité qui est la divinité principale, il y a des gens qui si on passe dans l'autre vallée, ça sera une autre divinité. Là, on est dans un flou extraordinaire. Alors, ça, c'est le grand. Je ne suis pas allée au Kampalung du Népal, mais c'était le grand contraste, d'après ce que j'ai lu, entre le Kampajong bhoutanais et le Kampajong du Népal. Au Bhoutan, il n'y a pas de village et il n'y a pas d'habitants. Tandis qu'au Kampalung népalais, si je lis ce qu'a écrit Hilde, John Reinhardt, etc., il y a des villages, il y a des gens, etc. Donc, c'est complètement différent. Et puis, Kampajong n'est pas une vallée du tout, mais comment dire, une pente, une prairie. Une prairie, non, pas une prairie, une pente sur un versant de montagne. Un versant de montagne au-dessus de la rivière Gangan, qui est appelée Pasamung sur les cartes chinoises. Jusqu'au début des années 60, il a été habité seulement occasionnellement par des pratiquants religieux qui étaient venus du Tibet ou du Bhoutan, donc, et qui prenaient refuge là, contre les problèmes au Tibet, ou qui voulaient méditer tranquille, à condition d'avoir un donateur qui donne, qui envoie la nourriture, tranquille. Comme il n'y avait personne qui vivait là, de façon permanente, il n'y a aucun, et ça c'est vraiment surprenant, surtout quand on a un peu baroudé dans l'Himalaya, c'est tout à fait surprenant, il n'y a aucun marqueur religieux ou autre, physique. Normalement, quand on prend un chemin religieux ou un chemin vers un endroit sacré, on va avoir un chorten, on va avoir un cairn, on va avoir des drapeaux à prière, on va avoir le pied de Padmasambhava, on va avoir une source. Là, rien. Donc ça, c'est tout à fait étonnant. Et les seules personnes qui ont la connaissance de comment y aller, ce sont les gens qui vivent juste autour, à la périphérie. Donc, ils sont vraiment ce qu'on appelle en tibétain les gardiens de porte du lieu caché. Sans eux, on ne peut pas y aller. C'est très impressionnant. Voilà, la suivante. C'est comme si le pays caché voulait vraiment rester caché et sans aucun marqueur physique qui pourrait indiquer comment y aller. Et alors là, je tiens à bien dire, à mon avis, c'est ma collègue Katia qui est la spécialiste, donc je ne vais pas rentrer sur ce domaine, mais à mon avis, ce n'est absolument pas un pèlerinage, un endroit de pèlerinage. Ce n'est pas un endroit de pèlerinage, alors que Singhezong, qui se trouve un peu à l'est de Kampajong et où je suis allée aussi, là, vous avez vraiment, c'est vraiment un endroit de pèlerinage où l'on a vraiment des sources sacrées, des traces de pieds, des traces de bâtons, de lama. Voilà. Donc, mais Kampajong, rien. C'est vraiment caché et oublié en comparaison, excepté pour les sources chaudes qui ne sont connues au fait qu'il n'y a que les gens du cru qui y vont. Bon, est-ce que c'est dû au terrain assez peu hospitalier, comme vous avez vu, qui rendent aussi le chemin pour y aller beaucoup plus difficile que Singhezong. Singhezong, comme je le dis, c'est une promenade de santé à côté d'aller à Kampajong. Si vous voulez lire à propos de Singhezong, vous pouvez lire la citadelle de pierre de Mathieu Ricard, parce qu'il y est allé aussi. Donc, il décrit son pèlerinage. Il n'y a aucune vue sur aucune montagne, sur rien. Vous êtes dans la forêt. Il y a quelques papillons. Il y a des bestioles, genre sangsue. Mais autrement, je n'ai même pas vu un ours, rien. Et
il n'y a pas non plus de marqueur religieux où lorsqu'on fait un pèlerinage, on obtient des bénédictions. On va se prosterne et on boit de l'eau. Donc là, ça n'existe pas. Donc, c'est peut-être à ce moment encore spéculatif de ma part, mais c'est pour ça que je dis que Sigizong est un pèlerinage, tandis que Kapadong n'est absolument pas un pèlerinage, mais un endroit sacré, mais vraiment un pays caché. Donc, c'est la suivante. Donc, les pays cachés sont encore découverts à l'Alaya, comme ils font partie d'un concept religieux et mythique qui existe depuis des siècles, et ça montre aussi l'attractivité pour certaines personnes des pays cachés et la foi dans les révélations des lamas. Et l'un des magnifiques livres, d'ailleurs, très intéressant, qui raconte un des dernières tentatives d'ouverture d'un pays caché au Sikkim, sur les pentes du mont Kanchenjunga, et les conséquences tragiques sont dans le livre de Thomas Shore, A Step Away from Paradise. Et c'était un lama qui avait décidé qu'il y avait un pays caché au sud-ouest du Kanchenjunga, et il a ramassé ses disciples et ils sont tous partis. Alors, ils ont fait plusieurs tentatives, il y a eu des morts, et à la fin, ils ont tous morts dans une avalanche. Donc, les gens ont tout abandonné. Ils ont vendu ce qu'ils possédaient, pour suivre ce lama qui leur disait que lorsqu'ils seraient là-bas, ils auraient l'immortalité et ils vivraient heureux et personne ne viendrait les déranger. Donc, il y a quand même cette foi intense dans les révélations. Voilà, je vais Oh, c'est bon. On va prendre des questions. Merci.